Moi, je m'en fous, j'ai la clim. Bonjour, nous sommes les élèves de l'Institut Technique Libre-Date, une classe de 17 élèves composée de 8 élèves de la section mécanique automobile et de 9 élèves de la section menuiserie. Dans le cadre de notre cours de français, et en partenariat avec Entraide et Fraternité, nous nous sommes engagés à réaliser 5 podcasts avec un regard croisé avec des jeunes Congolais. Notre émission du jour a pour thème la justice climatique. À travers ce podcast, nous cherchons à mieux comprendre le lien entre le climat, la justice et la solidarité entre les peuples. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Jean-Pascal Vanny-Porzel, climatologue belge et ancien vice-président du GIEC. Vous êtes avec nous en visioconférence depuis la COP30 au Brésil. Mais Philippe, c'est quoi juste la COP30 ? La conférence des Nations Unies sur le climat est un moment important où se prennent des décisions qui peuvent influencer notre avenir. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité, aider les pays les plus touchés et imaginer des solutions durables pour demain. En bref, c'est un rendez-vous mondial où les représentants du monde entier décident, ensemble, de la manière dont nous voulons prendre soin de la Terre. Merci Philippe. Notre entretien du jour s'inscrit donc pleinement dans l'actualité. Professeur Vanny-Porzel, bonjour. Bonjour. Merci professeur d'avoir accepté de nous accorder un moment avec nous et pour nous aider à mieux comprendre le sujet. J'aisse à présent Sylvain qui va introduire la première partie de notre entretien. Il sera accompagné de Gabriel et Lucas. Avant de commencer, nous devons vous avouer que le sujet du jour n'a pas été simple à préparer. En effet, nous avons constaté que le terme justice climatique n'est pas évident à définir. Nous comprenons ce qu'est le changement climatique, mais la dimension de justice climatique nous échappe encore. Professeur, comment définiriez-vous la justice climatique ? Alors, je ne suis pas juriste, donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour définir la justice climatique, mais je dirais que c'est l'ensemble des principes qui devrait être au cœur de réunions internationales comme celle-ci et qui tiennent compte du fait que nous habitons tous ensemble la seule planète habitable du système solaire. On a parfois tendance à oublier que c'est la seule planète vraiment habitable pour les humains, pour les êtres humains que nous sommes, mais aussi pour tous les écosystèmes qui sont autour de nous et qui nous fournissent tant de services, nous fournissent de l'eau potable, de l'air pur, au départ en tout cas, de la nourriture, de la beauté, etc. Et ces écosystèmes et cette planète, cet environnement est menacé par les activités humaines, mais est surtout menacé par les activités humaines de ceux qui consomment beaucoup de ressources. Que ce soit beaucoup de minéraux, beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Donc la manière dont cette consommation et donc cette pollution, parce que les deux sont souvent liés, se produit à la surface de la Terre est très inégalement répartie. Il y a une partie de la planète et aussi une partie de la population mondiale qui consomme beaucoup et qui donc d'habitude pollue beaucoup. Et inversement, il y a une autre partie de la population, il y a d'autres régions du monde qui polluent beaucoup moins, consomment beaucoup moins, ont des conditions de vie qui sont parfois très, très difficiles. Et il y a donc un très grand décalage, un très grand déséquilibre entre ces niveaux de responsabilité par rapport à l'environnement. Excusez-moi, professeur, mais dès lors, qu'est-ce qui pourrait être mis en place justement pour rendre un peu plus de justice ? Je sais que vous n'êtes pas juriste. Qu'est-ce qui pourrait se faire, par exemple, là, dans le cadre de la COP ? Quelles sont les discussions qui peuvent aller vers justement plus d'égalité entre tous les pays ? Je crois que la première chose, c'est une reconnaissance, une acceptation réelle, parce que si on n'accepte pas d'abord ce diagnostic, qui est basé sur des faits très, très, très bien établis, il va être difficile de prendre des mesures qui sont à la hauteur du défi et qui permettraient justement de
de rétablir davantage de justice. Et ce qu'il faut faire d'une manière générale, c'est rééquilibrer les choses de telle manière que les plus riches, les pays les plus riches, les populations les plus riches contribuent davantage aux efforts et aux efforts de réduction de la pollution, d'une part, et contribuent aussi, d'autre part, à aider en partenariat avec les pays les plus pauvres à résister, à s'adapter, pour utiliser le langage qu'on utilise ici, au changement climatique, et aussi pour la partie des changements climatiques à laquelle on n'a pas réussi à s'adapter parce qu'on s'y est pris trop tard ou parce que les changements sont trop violents, à compenser les dommages, les pertes qui sont dues, par exemple, à un cyclone tropical qui a détruit beaucoup d'infrastructures ou à compenser des effets sur l'agriculture à cause de sécheresse ou d'inondations, parce que les deux peuvent être les conséquences des changements climatiques. Et donc, voilà, la première manière globale qu'il faudrait mettre en œuvre et décider et en décider le cadre lors de réunions comme la COP, c'est ce rééquilibrage entre les pays riches et les pays plus pauvres. Pour vous, il ne s'agit donc pas uniquement d'une question environnementale ? Bien sûr que non. Toutes les questions environnementales ont une dimension sociale, économique, politique même, parce que si on regarde quelles sont les causes de la plupart des problèmes environnementaux, ce sont des causes humaines. Et qui dit cause humaine dit que ce sont les humains dans toutes leurs dimensions qui sont à la manœuvre, qui sont responsables. Et si on reconnaît cela, forcément, ça veut dire qu'il y a des dimensions sociales, économiques, politiques, problèmes d'environnement. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été reconnu il y a longtemps au niveau des Nations Unies, que si on veut résoudre les problèmes d'environnement, si on veut aller vers un environnement meilleur pour tous les habitants et toutes les habitantes de la planète, il est très important de se préoccuper en même temps de ces questions d'environnement que l'on veut résoudre, mais aussi des aspects économiques et sociaux. Monsieur Nipancé, je me permets, mais donc si je comprends bien ici, l'écologie, finalement, ce n'est pas que l'environnement. L'écologie, c'est l'environnement, le social, le politique, l'économie, et essayer en fait que tout ça fasse un bon mélange pour l'avenir. En tout cas, l'écologie bien comprise, c'est une écologie qui tient compte de ces différents aspects. C'est le développement durable, un développement qui tient compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux. Pourquoi certains pays subissent-ils davantage les effets du changement climatique alors qu'ils y contribuent moins ? Très bonne question. Il y a des facteurs géographiques. Si on est plus près de l'équateur, on a déjà en moyenne plus chaud que chez nous. Ici, à Belém, au Brésil, on n'est pas très loin de l'équateur. En plus, on est près de l'océan et de la forêt amazonienne, donc il fait très humide. Donc la chaleur est déjà maintenant difficile à supporter. Si on rajoute quelques degrés à cette situation-là, je crois que les populations qui vivent ici dans les environs de Belém vont avoir du mal. Il y a aussi des effets qui sont... Je vais prendre un autre exemple pour illustrer la réponse à la question. Les glaciers. Vous savez que les glaciers dans le monde sont presque tous en train de fondre et en train de reculer. Pas très loin d'ici, au Brésil, il y a au Pérou des glaciers qui jouent un rôle très important pour fournir tout au long de l'année de l'eau. Quand ces glaciers historiquement fondaient petit à petit, ils permettaient d'avoir toute l'année de l'eau, alors que dans les régions tropicales, vous savez peut-être qu'il ne pleut pas toute l'année, contrairement à la Belgique, où en moyenne il pleut quand même très souvent. Ici, dans les régions tropicales, bien souvent, la pluie elle est concentrée sur une ou deux saisons, avec quelques mois de l'année où il pleut beaucoup, où il neige beaucoup si on est en montagne, mais le reste de l'année où il ne pleut pas, ou quasiment pas. Et donc les glaciers au Pérou, dans les régions montagneuses, jouent un rôle très important pour stocker l'eau sous forme de glace, et puis en fondant doucement, ce qu'ils ont toujours fait évidemment historiquement, fournir de l'eau qui est disponible pour l'eau potable, pour l'agriculture, etc. Alors, si ces glaciers fondent tout à fait, et c'est malheureusement la direction dans laquelle on est en train d'aller,
eh bien c'est une catastrophe parce que c'est comme si chez nous les châteaux d'eau étaient progressivement détruits, hein, et qu'on n'avait plus de l'eau que quand il pleut. Merci pour ces précisions qui nous permettent de mieux comprendre le sujet. L'objectif de notre projet est le dialogue Nord-Sud. Nous sommes à la fois les citoyens d'une même planète, mais avec des réalités tellement différentes. Et c'est Hugo et Brian qui aborderont cette partie avec vous. Quelles sont, selon vous, les principales injustices climatiques entre les pays du Nord, comme la Belgique, et ceux du Sud ? Alors moi je dirais qu'il y a une double injustice climatique. Il y a une injustice qui vient du fait que le problème il est principalement historiquement causé par ceux qui ont beaucoup pollué dans le passé et qui polluent encore beaucoup aujourd'hui. Il faut savoir que le CO2, c'est un gaz, le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre qui perturbe le climat. C'est un gaz invisible, hein, ce qui veut dire qu'on ne se rend pas compte de la pollution qu'on émet quand on émet du CO2. Mais c'est aussi un gaz qui a le mauvais goût de s'accumuler dans l'atmosphère. Et si c'est important d'expliquer ça en réponse à votre question, c'est parce que la conséquence de ça, c'est que du CO2 émis principalement par les pays riches, hein, qui ont été les premiers à brûler d'abord du charbon, puis du pétrole, puis du gaz, tout en coupant les forêts massivement, etc., ont émis du CO2 il y a 150, 100 ans, qui s'est accumulé dans l'atmosphère et qui est très largement toujours là, au-dessus de nos têtes. Et donc, la responsabilité historique, hein, ça veut dire la responsabilité passée, des pays riches est beaucoup plus grande que les émissions des pays en développement. La deuxième injustice climatique, c'est celle qui est liée à la distribution, à la répartition des conséquences des changements climatiques. Et donc, ce sont les moins responsables du problème qui en sont les principales victimes. Les pays du Nord prennent-ils réellement leurs responsabilités face à l'urgence climatique ? La réponse est non. Ils ne prennent pas assez leurs responsabilités. Et c'est une des grandes sources de revendications et de frustration, notamment de la part des pays en développement, des pays dits du Sud, que ceux qui ont causé l'essentiel du problème ne proposent pas une réponse, ne reconnaissent pas suffisamment leurs responsabilités, ne proposent pas une réponse qui est à la hauteur de... La réponse courte à votre question, c'est non. Et à des moments comme là où vous êtes maintenant à la COP30, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un moment d'échange et de réflexion justement entre tous ces pays où les pays du Sud peuvent peut-être un peu plus pouvoir revendiquer auprès justement des pays du Nord? Bien sûr, hein, donc les COP, elles servent aussi à cela, elles servent aussi à permettre un dialogue. C'est une des richesses des COP, c'est une des utilités des COP, c'est ce dialogue, il a lieu ici, il est parfois difficile et parfois tendu. Mais s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas de dialogue comme ceux-là, on ne peut pas résoudre des problèmes globaux. Il faut quand même bien qu'on se rende compte, on est tous ensemble sur cette petite planète, et donc forcément, il faut discuter tous ensemble, riches et pauvres, de la manière de partager cet espace. On est tous sur le même bateau, hein. On n'est pas dans la même catégorie de cabine, hein, parce qu'il y a ceux qui sont en première classe, il y a ceux qui sont en deuxième, il y a ceux qui sont en troisième, mais on est tous sur le même bateau. Et si le bateau coule, à un moment donné, c'est tout le monde qui coule, hein, qu'il soit en première, en deuxième ou en troisième classe. Donc il faut absolument, et on peut le faire que par le dialogue, finalement, il faut se mettre d'accord sur la manière de faire pour continuer à pouvoir habiter, non seulement nous, mais aussi tous les écosystèmes et les autres êtres vivants à la surface de la Terre, à continuer à habiter cette petite planète confortablement pour tout le monde. C'est possible. Merci de nous avoir clarifié ce qu'est la justice climatique. Nous avons abordé la question des différences nord-sud. Bruno, Brittany et Thomas aborderont dans cette troisième partie le volet des solutions. Y a-t-il encore de l'espoir ? C'est Bruno qui commence. Selon vous, qui doit assumer le coût du changement climatique ? Les gouvernements, les grandes entreprises ou l'ensemble des citoyens ? Je pense que une très bonne question. Les coûts des conséquences des changements climatiques, ils sont déjà payés et parfois en vie humaine par
ceux qui subissent les conséquences des changements climatiques. Et donc là, ce sont ceux qui les payent et on leur donne pas le choix. Hein. Ce sont les populations les plus vulnérables qui payent souvent dans leur corps, dans leur manière de vivre les conséquences de ces changements climatiques. Et en ce qui concerne les coûts de la prévention, assez logiquement, enfin moi je trouve que ça devrait être la logique. Ça devrait être le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que ceux qui polluent le plus ou qui ont pollué beaucoup dans le passé, si on applique le principe du pollueur-payeur, que ce soit des pays, des entreprises ou des citoyens qui contribuent à une pollution importante, devraient payer plus pour contribuer à la prévention et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, d'une part, mais aussi à la compensation des dégâts en aidant, en partenariat avec les pays plus vulnérables, en aidant ces pays à s'adapter à la partie des changements climatiques qui est déjà là. Hein. Donc, je crois que si on applique le principe du pollueur-payeur, qui est quand même assez simple, on sait qui doit payer. Est-il possible, selon vous, de concilier développement économique et protection du climat ? Alors, concilier la protection du climat et le développement économique, à mon avis, c'est tout à fait possible. Je crois que d'une manière générale, on a besoin d'avoir une économie qui fonctionne, qui satisfasse les besoins, mais on a aussi besoin d'une économie qui respecte l'environnement, qui respecte les ressources, parce que sinon, c'est scier la branche sur laquelle on est assis, on finit par tomber. Et donc, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on peut allier le développement économique et la protection de l'environnement. On doit absolument le faire, c'est absolument indispensable. Pendant des milliers d'années, les habitants de la Terre ont pu vivre en harmonie avec l'environnement, que ce soit dans la forêt, près de l'océan. Vous savez, les rapports du GIEC, cet organisme des Nations Unies qui fait l'évaluation de l'état des connaissances à propos des changements climatiques, mais aussi des éléments de solution par rapport à ces changements, que ce soit dans le domaine de l'adaptation pour réduire la gravité des conséquences ou que ce soit du côté de la prévention, c'est-à-dire la diminution de la pollution, ces rapports qui font des milliers de pages, moi j'aurais tendance à dire que à peu près les 3/4 sont consacrés aux solutions. Donc les solutions, elles sont connues. On sait ce qu'il faut faire. Ce qui manque très largement, c'est la volonté politique suffisante de mettre en place ces éléments de solution. Qu'est-ce qui pourrait renforcer la justice climatique entre le Nord et le Sud ? Alors, c'est une grande question, parce que si tout le monde était convaincu de la réponse, il y aurait moins de problèmes, notamment lors des COP. Un des premiers éléments, c'est reconnaître sa responsabilité, parce que c'est difficile de chercher ensemble des solutions à un problème si on ne reconnaît pas les causes du problème. Et probablement que pour accepter d'aller dans cette direction-là, parce que quand même pas mal d'êtres humains ont plutôt tendance à être égoïstes, je pense qu'il faut être en contact avec la réalité de ceux qui sont victimes de ces changements climatiques, de ces changements environnementaux, parce que beaucoup dans les pays développés ne sont pas conscients des conséquences de ces changements climatiques. Et en comprenant mieux qu'on est tous sur le même bateau et que c'est dans notre intérêt à tous, riches ou pauvres, de résoudre le problème avec la justice climatique au cœur des débats, moi j'ai l'espoir que ça fasse avancer les choses. Maintenant, les choses avancent très lentement aussi. Il faut continuer à essayer d'avancer dans la bonne direction. Il y a bien du chemin à parcourir pour réellement parler de justice climatique. Pour cette 4e partie, Nolan, Bruno et Aaron souhaitent s'adresser à l'homme plutôt qu'au climatologue. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour le climat ? C'est difficile comme question. Je pense que j'ai toujours été intéressé par au moins deux choses ou catégories de choses. D'une part, j'ai toujours été curieux à propos du fonctionnement des choses qui m'entouraient, du fonctionnement du monde, le fonctionnement de la nature, et donc, quelque part, l'environnement.
notamment ce qui se passe dans le ciel, parce que quand j'étais jeune, j'étais très intéressé, je suis toujours très intéressé par l'astronomie et ce qui se passe dans l'espace. Pour moi, c'est important d'être en contact avec ce qui se passe dans le monde. Quand j'avais votre âge, je participais aux opérations organisées par Entrée des Fraternités et d'autres pour aider les pays en développement. Il y avait au milieu des années 1970, quand j'avais votre âge et que j'étais à l'école, que si je devenais astronome, j'allais satisfaire un de mes intérêts, mais pas l'autre. Et que finalement, si j'étudiais du climat de la Terre, je m'intéressais à un astre, la Terre, qui est quand même une des planètes du système solaire, mais je pouvais m'intéresser aussi à tout ce qui touchait à l'humain au travers du climat. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu climatologue, en résumé. Très brièvement, professeur Van Ypersel, alors que la déforestation continue de progresser dans plusieurs régions du monde, malgré les engagements internationaux, quelles mesures concrètes et immédiates devraient être mises en place par la COP30 ? Bon, alors d'abord, il faut savoir que la COP ne décide pas de mesures concrètes et immédiates. Ça peut peut-être paraître décevant, mais la COP, c'est surtout une réunion de tous les pays du monde. Et c'est une réunion au cours de laquelle de grands principes, de grands objectifs sont adoptés, mais après, c'est dans ces pays que les mesures doivent être prises par les décideurs politiques de tous ces pays, des presque 200 pays qui sont représentés ici. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'à la COP, on décide d'interdire ceci ou d'interdire ça. C'est évidemment un sujet très important ici au Brésil, puisqu'on sait qu'il y a énormément d'incendies de forêt qui sont souvent allumés volontairement en Amazonie. Et le bassin de l'Amazonie, les forêts de l'Amazonie, comme celles du bassin du Congo, vous allez parler à des élèves du Congo, ce sont deux des grands poumons de la planète et des grands réservoirs de biodiversité. Donc c'est absolument essentiel de les protéger. Et pour faire ça, je pense qu'il est très important de ne pas les considérer seulement comme des réservoirs de carbone, comme certains le font, mais d'abord de reconnaître qu'ils sont aussi les hôtes, les maisons dans lesquelles une biodiversité très importante est présente, et aussi ce sont aussi les lieux où vivent des populations indigènes qui vivent en harmonie avec cette forêt, et ces populations sont trop peu écoutées. Donc je crois qu'un des principes, il faut que ces populations aient leur mot à dire, soient écoutées, participent aux décisions qui concernent la protection des forêts, parce que les meilleurs gardiens des forêts, les meilleures gardiennes des forêts, ce sont les populations qui vivent dans la forêt aujourd'hui. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes belges et congolais qui, comme nous, veulent agir pour plus de justice climatique ? Mais d'abord, à vous, je dirais, continuez comme vous avez commencé, parce que je trouve ça formidable de vous intéresser à ces sujets-là, de faire un podcast qui va être écouté, j'espère, par des centaines ou des milliers d'autres jeunes et moins jeunes. Donc, voilà, il faut s'intéresser aux problèmes. Il faut aussi avoir le courage et l'audace d'aller parler à des personnes à qui on ne parle pas d'habitude, que ce soit un vieux climatologue ou que ce soit des jeunes étudiants congolais qui se trouvent à des milliers de kilomètres vous, qui vivent des réalités tout à fait différentes, qui ont des points de vue tout à fait différents sur beaucoup de choses, une manière d'habiter la Terre qui est certainement différente de la vôtre et de la mienne. Et donc, continuez ce que vous faites pour être curieux, pour vous demander quelle contribution vous pouvez avoir et exercer votre pouvoir. Parce que je pense que beaucoup de jeunes ne savent pas assez à quel point ils et elles ont du pouvoir. Vous avez le pouvoir d'interpeller. C'est peut-être le plus grand pouvoir que vous avez aujourd'hui. C'est un pouvoir d'interpellation. Moi, je dis toujours, les rapports du GIEC qui font 50 cm de haut, chaque fois quand on les empile tous ensemble, c'est vraiment une pile de papier très, très impressionnante.
tous les 5-6 ans. Quand on les apporte à un ministre ou à une ministre, le ministre peut demander qu'on fasse une photo de lui ou d'elle avec les rapports, puis après, il va sans doute pas les lire du début à la fin, il va peut-être les mettre dans un tiroir, tandis que le regard, les yeux qui regardent, les yeux du ministre ou de la ministre, si c'est un regard qui vient de jeunes concitoyens de ce ministre ou de cette ministre, c'est quelque chose qu'il ne peut pas mettre dans un tiroir. Et c'est un regard, une interpellation, c'est pas seulement le regard, c'est aussi les questions que vous lui poseriez, et ça peut être par écrit, ça peut être par courriel, ça peut être à l'occasion d'une demande de rendez-vous. Vous pouvez aussi demander je suis sûr que vous pourriez demander à des ministres de participer à un podcast comme celui-ci. Je pense que ce serait très intéressant. Moi, je connais des ministres qui accepteraient votre invitation. Et ce pouvoir d'interpellation que vous avez, il est énorme. Parce que les personnes responsables, ça peut être des ministres, ça peut être des responsables d'entreprise, ça peut être des personnes qui ont des responsabilités ici et là. Si ces personnes vous ont entendu avec vos questions, avec vos interpellations, après, votre regard, on ne peut pas le mettre dans un tiroir. Et ça, c'est un pouvoir énorme que vous avez. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci professeur Van Ypersel pour votre disponibilité et pour la clarté de vos réponses depuis le Brésil. Cet échange nous a permis de comprendre que la justice climatique n'est pas seulement une affaire de science ou de politique, mais aussi de solidarité et d'humanité. Nous souhaitons également adresser une pensée amicale pour notre ami Dolores. On est avec toi et on ne lâche rien. Nous prenons doucement conscience que chacun de nous a un rôle à jouer en tant que citoyen du monde. Enfin, si à la fin de cette émission, vous vous surprenez à vous demander en allumant votre clim, faut-il vraiment s'en foutre ? C'est peut-être là que votre action commence et vous pouvez le faire dès maintenant.